Peter, on n'est pas venu seul. Ce film a été le secret le moins bien gardé d'Hollywood. Mais en réalité, de manière volontaire, afin d'alimenter la hype autour d'un fantasme de tous les plus grands fans de Spider-Man. Mais à sa sortie, le film va s'avérer être une des plus grosses controverses du MCU. On va parler aujourd'hui de Spider-Man No Way Home, en essayant de comprendre et identifier tout ce qui ne fonctionnait pas dans ce film et quelle direction il aurait dû prendre pour être un projet à la hauteur, ayant pour lui une matière première incroyable. Mais d'abord, revenons sur la genèse du projet. À l'origine, la troisième aventure de Tom Holland dans la peau de Spider-Man n'était pas assurée d'exister dans le MCU. Car tout est parti d'une impasse industrielle majeure entre Disney et Sony Pictures. Ces derniers possédant les droits cinématographiques du personnage. À l'été 2019, après le succès de Spider-Man Far From Home, les deux studios devaient renégocier leur accord pour les futurs films solo du héros. Car le contrat initial qui avait permis d'intégrer Spider-Man au MCU prévoyait que Sony finance, produise et conserve l'essentiel des revenus, tandis que Marvel fournissait la vision créative via Kevin Feige et touchait une partie marginale des recettes. Mais lors des négociations, Sony a refusé d'augmenter la part financière pour Marvel, qui voulait un pourcentage plus élevé. Les discussions ont échoué si bien que Spider-Man fut un temps annoncé hors du MCU et sans la participation directe de Marvel Studios à l'écriture ou à la production du troisième volet. Et donc forcément pour tous les fans de Spider-Man, ça a été la surprise et même la sidération. Le tisseur pilier du MCU depuis Captain America Civil War semblait prêt à disparaître du grand récit partagé. Mais finalement, face à la réaction des spectateurs et l'insistance de Tom Holland, auprès de Bob Iger et des différents dirigeants de Sony, les deux studios ont repris les négociations et signé un nouvel accord fin septembre 2019. Celui-ci a permis à Marvel Studios et à Feige de revenir comme producteurs de No Way Home avec Disney cofinançant une partie du film en échange d'une partie accrue des bénéfices. Bon, et là forcément c'était le gros soulagement. Au vu de la fin de Far From Home, il était évident que tous les fans du tisseur voulaient voir la suite. Ce contexte est important car il montre que No Way Home n'est pas né d'une seule vision artistique, mais d'un compromis industriel difficile entre un studio qui possède les droits et un autre qui détient la stratégie créative du MCU. Un cadre qui explique beaucoup de choix ultérieurs dans le film. Et oui, car il faut savoir qu'au tout début, ce troisième volet devait prendre une direction bien différente de ce qui nous a été présenté. Centré sur une chasse à l'homme, après la révélation de son identité dans Far From Home, l'idée envisagée par l'équipe, avec John Watts intéressé par cette piste, était de faire de Kraven le chasseur l'antagoniste principal dans un récit où Peter serait traqué comme une proie, obligé de survivre, de fuir et de prouver qu'il est vraiment sous pression publique. Cette option a été sérieusement considérée jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée pour partir sur une direction qui semblait bien plus ambitieuse et qui aurait répondu à un fantasme que tous les fans de Spider-Man avaient. Une idée qui s'intègre parfaitement à l'idée de développer un univers multiversel. Marvel ayant clôturé la Infinity Saga, il était temps d'ouvrir la saga du multivers, c'était donc parfait pour accomplir ce qu'on avait en tête pour le scénario du troisième volet. Et dans ce contexte, on va également arriver à un film d'animation qui va bouleverser tous les possibles et toutes les idées de ce qui était envisageable autour du multivers. Je parle bien évidemment de Spider-Man Into the Spider-Verse. Le film d'animation prouve qu'une idée jusque-là jugée trop complexe, voire impossible, peut non seulement fonctionner, mais devenir un immense succès critique et public. Il démontre qu'il est possible de faire coexister plusieurs incarnations de Spider-Man, plusieurs tonalités, plusieurs héritages, et tout ça sans perdre le spectateur. Dès lors, le multivers devient une solution évidente à un problème que le scénario du troisième film semblait incapable de résoudre autrement. Comment intégrer dans ce film tous les anciens antagonistes que nous avions déjà découverts dans les premières adaptations live-action de Spider-Man, en l'occurrence celle de Sam Raimi et celle de Mark Webb. Mais surtout, l'idée folle de pouvoir intégrer les 3 Spider-Man emblématiques en live-action. Le multivers ainsi n'est donc pas seulement un outil narratif. Il devient une réponse stratégique, presque une évidence industrielle, capable de transformer un casse-tête scénaristique en un événement mondial. Donc à ce stade du projet, autant vous dire que tous les indicateurs semblent au vert pour nous proposer quelque chose d'incroyable, une réelle expérience cinématographique.
Les droits étaient sécurisés, l'accord entre Sony Pictures et Marvel Studios avait été renouvelé, et la phase 4 du MCU était déjà pensée autour du multivers, et le succès de Into the Spider-Verse offrait un cadre conceptuel crédible. En théorie, la production et l'écriture de Spider-Man No Way Home pouvaient avancer dans des conditions idéales. Mais un événement extérieur va brutalement rebattre les cartes. La pandémie du Covid-19. L'arrêt des tournages, la fermeture des salles et l'incertitude totale sur le calendrier vont obliger Marvel à repenser l'intégralité de sa stratégie de sortie, modifiant l'ordre des films, leurs liens narratifs et leur fonction dans l'architecture globale du MCU. Et malheureusement, ce bouleversement n'est pas anecdotique car il va littéralement scinder la structure scénaristique de Spider-Man No Way Home. À partir de là, le film ne s'inscrit plus dans un plan maîtrisé, mais dans une suite d'ajustements, de déplacements et de réécriture, où la cohérence narrative doit s'adapter à une réalité industrielle imprévisible. À l'origine, Doctor Strange in the Multiverse of Madness devait sortir avant No Way Home, et introduire de manière beaucoup plus structurée la notion des multivers au sein du MCU. Et c'est également dans ce film qu'on découvrait le personnage d'America Chavez, qui aurait dû apparaître dans No Way Home. Donc dans cette configuration initiale, Spider-Man n'était pas censé porter à lui seul le poids du multivers. Il devait en être une conséquence et pas le déclencheur principal. Mais avec les calendriers bouleversés par la pandémie, Marvel se retrouve contraint de sortir No Way Home avant Doctor Strange 2. Mais si Spider-Man doit sortir avant Doctor Strange, le personnage d'America Chavez n'est donc pas introduit. On ne peut donc pas s'en servir pour construire la structure scénaristique de No Way Home. Le scénario doit alors redistribuer les fonctions narratives prévues pour d'autres personnages, notamment Doctor Strange, ce qui conduit à des choix qui entrent en contradiction avec l'écriture établie du Sorcier Suprême. Donc vous l'avez compris, à la place de América Chavez, c'est Doctor Strange qui doit lancer le fameux sort qui va ouvrir les brèches multiverselles. Sauf que ça pose un gros problème scénaristique, et surtout du point de vue de Doctor Strange, étant donné que ce personnage n'aurait jamais dû faire cette erreur. Ce réagencement ne naît pas d'une logique interne au personnage, mais d'une nécessité de production imposée par un calendrier devenu ingérable, expliquant en grande partie pourquoi certaines décisions de Doctor Strange paraissent incohérentes ou artificielles. Et comme je vous le disais en début de vidéo, la production autour de Spider-Man No Way Home est considérée comme le secret le moins bien gardé d'Hollywood, et officiellement, les 3 Spider-Man ne sont pas censés apparaître à l'écran. Mais bien évidemment, les rumeurs fusent. Ni Tobey Maguire, ni Andrew Garfield, ni même Tom Holland ne confirment quoi que ce soit. Les acteurs jouent le jeu du déni, parfois jusqu'à l'absurde, tandis que Sony et Marvel refusent toute validation publique. Maintenant volontairement une espèce de zone trouble autour de cette histoire. Et même les bandes annonces vont participer à cette stratégie. Les 2 anciens Spider-Man y sont littéralement gommés, retirés numériquement des plans pourtant manifestement conçus pour eux. Les 4 sont troqués, les champs volontairement vides, laissant au spectateur le soin de combler les absences. Donc encore une fois, on en revient à cette histoire de secret mal gardé, mais en réalité, c'est un des meilleurs coups de génie de communication de la part de Marvel. C'est un secret de polichinelle, soigneusement entretenu, jamais confirmé, jamais infirmé, une rumeur suffisamment évidente pour nourrir l'attente, mais jamais officialisée pour préserver l'impact émotionnel. Cette stratégie transforme donc la communication en moteur narratif. La hype ne repose plus seulement sur le film, mais sur l'attente de la confirmation d'un fantasme collectif. Donc en contrôlant ce non-dit, voilà ce que réussit le studio. Faire monter l'excitation, fédérer les communautés et transformer chaque image, chaque plan et chaque trailer en terrain d'analyse. L'événement commence avant même que le film soit sorti. La promesse devient presque plus importante que l'œuvre en elle-même. Donc lorsque Spider-Man No Way Home va sortir en salle, autant vous dire que l'effet va être immédiat. Et presque inédit. Les fans de Spider-Man ressortent massivement satisfaits de leur séance. Les réactions à chaud sont enthousiastes, les salles applaudissent et l'émotion est réelle. Mais très rapidement, une sensation beaucoup plus trouble s'installe. Car une fois l'excitation retombée et le visionnage digéré, quelque chose ne va pas. La nostalgie qui a servi de catalyseur émotionnel pendant la projection agit rétrospectivement comme une poudre aux yeux. Car elle masque sur l'instant les failles du film, sauf qu'elle ne les fait pas disparaître. No Way Home procure un plaisir instantané, presque euphorique, mais peine à s'imposer comme une œuvre pleinement cohérente et maîtrisée une fois sortie de l'émotion du moment. Et c'est là qu'on a une fracture au niveau du film, parce qu'on sent cette confrontation et cette fracture entre la réaction à chaud et l'analyse à froid. Mais du coup, qu'est-ce qui n'allait pas dans Spider-Man No Way Home ? Alors avant d'entrer dans ce qui pose problème, il faut revenir à certaines choses essentielles. Le film parvient malgré tout à orchestrer une rencontre que l'on pensait impossible.
Réunir plusieurs incarnations de Spider-Man, leur héritage et leurs antagonistes respectifs relèvent déjà d'un tour de force logistique et symbolique. Mais l'élément le plus intéressant du film ne se situe pas là. Il se trouve dans le développement de Peter Parker, incarné par Tom Holland. Pour la première fois, ce Spider-Man se retrouve réellement confronté au poids de ses choix, non plus de manière abstraite, mais dans leurs conséquences les plus brutales. Le sacrifice de Tante May marque un tournant fondamental. Car cette scène, à mon sens, est sans doute l'une des plus bouleversantes du MCU. Elle n'est pas spectaculaire, elle est cruelle, sèche et définitive. Elle oblige Peter à comprendre que vouloir sauver tout le monde a un prix et que ce prix peut être irréversible. Et c'est à cet instant précis que son Spider-Man naît véritablement. Le film ouvre également de manière plus subtile des options scénaristiques intéressantes pour la suite. Le personnage de Ned notamment laisse entrevoir une trajectoire beaucoup plus sombre. Lorsqu'il promet à Peter qu'il ne deviendra jamais son ennemi juré, le film fait un clin d'œil appuyé aux comics et plante une graine inquiétante. On peut donc tout à fait imaginer pour la suite que l'effacement de la mémoire, l'abandon involontaire et l'absence d'explication créent chez Ned une frustration, voire une rancœur profonde. Une faille émotionnelle suffisante pour le faire basculer à terme du côté du mal, exactement comme le Hobgoblin dans certaines versions papier. Promis, on va parler de ce qui va pas, mais avant, il faut souligner un dernier détail qui fonctionne très bien dans Spider-Man No Way Home, c'est sa conclusion. Peter Parker repart littéralement de zéro. Il est seul, il est oublié, il n'a plus de réseau, plus de mentor, plus de technologie avancée. Et il se fabrique enfin son costume lui-même et à l'ancienne. Il se retrouve dans une situation précaire, à la fois sociale, maternelle et émotionnelle. Et cette décision est loin d'être anodine. Elle marque une tentative assumée de recentrer le mythe. Revenir à un Spider-Man plus humble, plus vulnérable, plus proche de ses racines. Et c'est là que le film vise juste pour la suite. Dans cette idée qu'après l'excès de multivers et la démesure de l'événement, le personnage a besoin d'un retour à l'essentiel. Reste à savoir si cette promesse de renouveau sera réellement tenue par la suite. Ou si elle ne restera qu'un simple symbole fort. Isolé dans un ensemble narratif plus fragile. Et enfin, je voudrais revenir également sur le développement du bouffon vert de Norman Osborn de Sam Raimi, qui est juste moi. Spider-Man No Way Home offre à Willem Dafoe une opportunité rare. Celle de donner une vie supplémentaire à Norman Osborn en dépassant la simple figure nostalgique du passé. Le choix de se débarrasser très tôt du masque est fondamental. Là où le bouffon vert était autrefois en partie dissimulé derrière une iconographie forte mais rigide, le film permet cette fois à Dafoe de jouer frontalement avec son visage, ses regards et ses micro-expressions. Et donc à ce moment-là, le personnage gagne en intensité et en folie pure. Ce bouffon vert n'est plus seulement un antagoniste iconique. Il devient une présence presque inconfortable, imprévisible et viscérale. La dualité Norman-Goblin n'est plus symbolique, elle est incarnée physiquement. C'est probablement l'un des rares éléments où le film ne se contente pas de convoquer la nostalgie, mais la réinterprète intelligemment en l'approfondissant plutôt qu'en la répétant. Donc à ce stade, une question s'impose forcément. Pourquoi, malgré tout ce que je vous évoque là, ce film ne peut pas fonctionner correctement ? Et la réponse elle est malheureusement très simple, c'est que Spider-Man No Way Home ne se concentre pas et ne développe pas son élément central. C'est-à-dire la rencontre et le développement de la relation entre les trois Peter Parker. 3 visions du même héros, 3 parcours, 3 traumatismes, 3 rapports à la responsabilité. Mais malheureusement, le film ne prend jamais le temps d'explorer ces différences en profondeur. Donc finalement, Disney se repose sur ses lauriers en se disant que l'apparition des 3 Spider-Man à l'écran vont suffire pour créer de l'émotion. Sauf que cette émotion, elle est très éphémère. Le fanservice devient alors une finalité et pas un point de départ. Les interactions sont efficaces, parfois touchantes, souvent amusantes, mais elles restent assez superficielles. Elles ne creusent jamais véritablement les désaccords, les fractures idéologiques, ni les visions opposées du rôle de Spider-Man. Car c'est là-dessus, en se basant sur des divergences d'opinion, que le film aurait dû construire des conflits. Mais il choisit la connivence immédiate, là où il aurait pu créer de la tension narrative, il privilégie la satisfaction instantanée. Donc la rencontre des 3 Spider-Man est bien sûr célébrée, mais elle n'est pas du tout exploitée. Les 3 Spider-Man coexistent, ils ne se confrontent jamais réellement. Et c'est précisément là que No Way Home commence à révéler ses limites les plus profondes. Il faut bien comprendre que les 3 Spider-Man que nous a offert le 7e art, ils sont à bien des égards hyper différents. Une perception du monde qui diverge et une gestion de leurs responsabilités propres à leur personnalité, et malheureusement ces divergences ne sont jamais mises en avant. Pour le Peter Parker de Tobey Maguire, il est un Spider-Man intériorisé. Il ne parle pas beaucoup, il ne revendique rien, il porte ses échecs en silence. Sa timidité n'est pas sociale, elle est existentielle. Ce Peter a compris très tôt que chaque choix juste coûte quelque chose. Il n'est pas angoissé par le danger, mais par les conséquences.
Chez lui, la responsabilité n'est plus un idéal, c'est un poids qu'on accepte sans attente de récompense. Ce Peter a appris à vivre avec les regrets, pas à le combattre. Il représente une vision prudente et résignée du rôle du héros, où l'on accepte que certaines pertes soient inévitables et que l'action doit rester mesurée même face à l'urgence. Et en plus, tout ce que je vous dis là, c'est bien évidemment le Spider-Man qui est ado, qui a une vingtaine d'années et qui donc devient un homme. Mais là, on a carrément un Spider-Man qui a plus de 40 ans. On a un homme mature, affirmé et qui a de l'expérience et qui ne peut donc pas avoir le même raisonnement qu'un jeune ado. Il est donc évident que son recul des choses ne peut aller dans le même processus de réflexion. Rappelons-nous que nous avons 3 générations de Spider-Man. Donc dans un récit plus conflictuel, ce Peter aurait naturellement prôné la retenue, la distance émotionnelle et la non-intervention excessive. Et à côté, le Peter Parker de Andrew Garfield est un Spider-Man beaucoup plus fracturé. Il veut bien faire, mais il veut aussi être reconnu. Et surtout, il veut que la vie lui rende quelque chose. Il n'est pas cynique, il est en colère contre le monde, contre une réalité où faire le bien ne protège pas de la perte. C'est un Spider-Man qui agit parfois par devoir, parfois par rage, et qui se demande, sans oser l'avouer, si être un héros vaut vraiment ce qu'il a à sacrifier. Il est animé par le goût du transgressif, incapable de respecter durablement les limites qu'il se fixe à lui-même. Ce qui est d'ailleurs très bien mis en avant dans sa relation avec Gwen dans le 2e volet de Amazing Spider-Man. Il alterne sans cesse entre désir personnel et rationalisation morale. Il la reprend, la repousse, puis finit par la suivre à Londres, choix où l'envie prend le dessus sur la lucidité. Une décision qui va malheureusement être immédiatement sanctionnée. Et avec son oncle Ben, il cherche la fierté et l'approbation. Mais dès qu'il se sent plus fort, il rejette l'autorité, typique d'une crise adolescente où les limites cessent d'exister. Ce Peter agit souvent contre ce qu'il sait être juste, non pas par méchanceté, mais par incapacité à renoncer à lui-même. Les meilleures promesses sont celles qu'on n'arrive pas à tenir. Make promises you can't keep, Mr. Parker. Yeah, but those are the best kind. Okay, class, open your books. Let's begin on page 1. Il est le Spider-Man du conflit intérieur permanent. Celui pour qui la responsabilité est vécue comme une contrainte insupportable. Cette personnalité aurait dû créer des tensions directes avec Toby et Tom, notamment sur la question de la prise de risque et de l'implication émotionnelle. Cherchant même à protéger Peter de son propre trauma en l'empêchant d'intégrer Ned et MJ à son plan, ne pouvant supporter l'idée qu'il puisse vivre ce qu'il a vécu. Et de son côté, le Peter Parker de Tom Holland a encore un équilibre plutôt instable. Il est naïf, enthousiaste, convaincu que tout peut s'arranger. Mais cette naïveté n'est pas une faiblesse, c'est le reflet d'un héros encore en apprentissage. Il cherche l'équilibre entre immaturité juvénile et responsabilité héroïque. Mais il va commettre une erreur fondamentale. Il pense que le résultat final, autrement dit la rédemption ou non des antagonistes, lui appartient. Là où Toby accepte et Andrew lutte, Tom il espère. Et c'est précisément ce qui rend sa chute inévitable et nécessaire. Il doit perdre ses certitudes pour devenir Spider-Man. Sa naïveté morale le pousse à croire que de bonnes intentions suffisent. Réparer équivaut à contrôler l'issue, sauver implique forcément un happy end, il ne comprend pas encore que la responsabilité s'arrête à l'acte et pas à ses conséquences. Changer quelqu'un ne garantit rien, et le héros ne peut pas porter seul le poids des choix des autres. Donc ce Peter aurait dû être en opposition frontale avec Toby trop prudent et Andrew trop émotionnel, refusant d'accepter que certains échecs ne dépendent pas de lui. Et bien sûr, il faut bien rappeler que No Way Home ne cherche pas à nous proposer des Spider-Man concurrents, mais plutôt 3 rapports successifs à la responsabilité. Toby, l'acceptation silencieuse, Andrew, la transgression répétée et punitive, et Tom, la croyance naïve que le bien garantit le bon résultat. Donc 3 générations différentes, 3 processus de réflexion différents qui auraient dû être le cœur du film. La responsabilité n'est pas de sauver tout le monde, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. No Way Home aurait pu utiliser ces divergences pour créer de vrais désaccords stratégiques et moraux, ralentir volontairement la construction de la collaboration et faire de l'union finale un événement inattendu, créant un investissement émotionnel bien plus important et non un acquis immédiat. Donc la menace autour du film n'aurait pas dû être le seul élément dramatique. Ce sont les visions incompatibles du rôle de Spider-Man qui auraient dû constituer le véritable obstacle initial, créer une évolution pour le Spider-Man de Tom Holland s'imprégnant de la sagesse de ses 2 compères. Ainsi, le lien émotionnel entre les personnages s'installe et rend crédible leur lien affectif. Et No Way Home n'exploite pas cette richesse qu'avaient ces personnages à lui proposer. Le film n'arrive pas à comprendre ces personnages et par conséquent, il manque cruellement d'âme, amenant de grosses incohérences scénaristiques qui viennent un peu plus parasiter l'œuvre et creuser le manque de profondeur.
Bon, en termes de cohérence, on a déjà évoqué le fait que Doctor Strange n'aurait jamais dû prendre les décisions qu'il a prises, c'est-à-dire lobotomiser toute la planète pour les projets d'avenir de Peter Parker. Car si America Chavez, présenté dans Multiverse of Madness, avait été le déclencheur du chaos multiversel, son pouvoir inné du voyage entre les univers rendait l'événement logique, involontaire et surtout cohérent avec la mythologie Marvel. En déplaçant cette fonction, le scénario force artificiellement un événement qui aurait dû être subi et non provoqué. Le problème n'est pas le multivers en lui-même, mais qui en est responsable ? Doctor Strange agit hors de son propre cadre moral et en contradiction directe avec celui établi précédemment. Je me souviens même qu'à la sortie de la première bande-annonce, tout le monde s'interrogeait sur le fait qu'il s'agisse du vrai Doctor Strange et supposait même qu'il s'agissait d'un Skrull, dans la mesure où la série Secret Invasion devait arriver sur Disney+. Donc ce Doctor Strange accepte de lancer un sort extrêmement dangereux pour une raison émotionnelle mineure, sans réelle évaluation des conséquences et sans garde-fou sérieux. Ce qui est à l'opposé total de ce que le personnage nous a montré de lui-même dans Infinity War, prenant la décision d'offrir la pierre à Thanos pour sauver toute l'humanité, ne comptant qu'uniquement sur Tony Stark. Et la vision qu'il a eue avec la pierre. Doctor Strange est précisément celui qui refuse de plier la réalité au désir individuel. Le scénario le force donc à commettre une erreur qu'il n'aurait jamais acceptée simplement pour enclencher l'intrigue. Et ensuite, bien sûr, vient le problème de la règle établie pour le lore du film. Les antagonistes qui arrivent dans cet univers sont ceux qui savent que Spider-Man est Peter Parker. Donc de cette règle, on arrive à justifier leur présence, leur sélection et la logique du multivers ciblé. Donc du coup, pour Electro, il a rien à faire là en fait. Dans The Amazing Spider-Man 2, Electro ne sait pas que Spider-Man est Peter Parker. Il n'a jamais accès à cette information, meurt sans révélation identitaire, donc sa présence contredit la règle pourtant claire établie pour le film. On aurait bien sûr pu imaginer qu'il s'agissait d'un autre Electro, mais il a suffi d'une simple phrase pour détruire cette théorie, car lorsque Peter se révèle à lui, celui-ci lui dit I just thought you was gonna be black. Oh man, I'm sorry. Confirmant alors qu'il n'a aucune idée de qui est Spider-Man. Alors je sais pas qui a écrit cette ligne de dialogue, mais en tout cas il n'a pas été contrôlé, ça c'est sûr. Cet élément affaiblit mécaniquement tout l'édifice narratif. Pourquoi ne pas avoir tout simplement dit « ce sont des antagonistes d'autres univers » et point, c'est tout, parce qu'à côté de ça, il y a tellement de choses qui n'ont pas été développées dans le film. Ils auraient vraiment pu rester évasifs, et en plus de ça, j'aime bien l'idée que les personnages ne comprennent pas forcément tous les événements qui se produisent, parce qu'ils n'ont pas l'expérience et l'expertise nécessaires pour pouvoir tout expliquer. Il y a un vieil adage qui dit « il vaut mieux être vaguement vrai que précisément faux ». Bah là, ils auraient dû l'appliquer. Du coup, le scénario privilégie l'effet à la cohérence. Pris ensemble, ces éléments montrent que No Way Home fonctionne davantage comme un dispositif émotionnel et nostalgique, et non comme un récit solidement structuré. Le multivers n'est pas construit comme une conséquence logique, mais comme une clé scénaristique pratique destinée à réunir des figures iconiques et accélérer les retrouvailles pour provoquer des moments cathartiques. Donc si on réunit tous ces éléments, ce qu'on peut se dire c'est que si No Way Home ne fonctionne pas, c'est parce qu'il repose sur une absence créative de son réalisateur, Jon Watts. Jon Watts accepte les demandes conjointes de Disney et Sony Pictures sans jamais réellement démontrer une volonté de raconter une histoire ambitieuse ou complexe. Il exécute un cahier des charges, mais ne cherche pas à en transcender les limites. Alors que pourtant il avait entre les mains le fantasme absolu des fans de Spider-Man, je sais je me répète. Réunir les trois interprètes emblématiques du personnage dans un même film, une opportunité historique qui appelait à un scénario profondément réfléchi et une mise en scène différenciante. On aurait dû avoir une photographie iconique capable de sublimer chaque Spider-Man dans son identité propre. Et à la place, voilà ce qu'on a. Une mise en scène fonctionnelle, jamais iconisée, le film ne cherche jamais à magnifier ses héros. Les trois Spider-Man partagent l'écran, mais rarement une véritable vision cinématographique. Donc la symbolique visuelle est complètement inexistante. Pas de découpage marquant les différents univers, pas de photographie capable d'inscrire ces incarnations dans l'iconographie du cinéma de super-héros. De ce fait, Jon Watts et Disney se reposent sur le fait que ces personnages existent uniquement sur ce qu'ils représentent dans la mémoire des spectateurs. Et pas pour ce qu'ils peuvent apporter à l'évolution du Spider-Man de Tom Holland. Donc la stratégie de Disney, elle est finalement très laxiste, car elle repose uniquement sur le fantasme et la nostalgie. Les références sont là, les émotions sont convoquées, les applaudissements fonctionnent sur l'instant, mais la nostalgie est utilisée comme un raccourci émotionnel, pas comme une matière narrative à transformer. Le film repose sur ce que le spectateur apporte avec lui et non sur ce que le récit construit réellement. Créant alors un succès immédiat certes, mais pas du tout iconisé. Ainsi le film ne marque pas véritablement les mémoires, ou en tout cas pas dans le bon sens du terme.
L'emballage, le secret, la communication événementielle vendent le projet, la nostalgie acclame le film à sa sortie, mais No Way Home ne s'impose pas comme une œuvre durablement iconique. Il a seulement réussi à transformer une rencontre cinématographique improbable et historique en une simple anecdote dans un multivers devenu de plus en plus difficile à gérer. Donc bien sûr, le film est célébré sur l'instant, mais il ne s'impose pas comme une référence narrative ou esthétique sur la durée. D'un point de vue scénaristique, le multivers agit ici comme un alibi créatif. Il permet de contourner les règles, de justifier l'illogique, et d'éviter les conséquences durables. Si ce n'est le fait que tout le monde a oublié Peter Parker, celui-ci embrassant enfin le sens du sacrifice de Spider-Man à son paroxysme. Et donc ce confort narratif a rendu les auteurs laxistes. Les choix n'ont plus de poids réel car tout peut être corrigé, déplacé ou annulé. L'exécution s'en ressent directement. Le récit devient fonctionnel, jamais rigoureux. Jon Watts n'avait probablement pas l'étoffe pour porter un tel projet. Et non pas par incompétence technique, mais par manque d'ambition artistique et surtout par manque d'amour réel pour le personnage. No Way Home est certes un bon divertissement, mais dépourvu d'une vision et d'âme ne lui permettant pas de tenir cette promesse forte qu'il nous avait fait. Donc au fond, Spider-Man No Way Home, c'est un film profondément paradoxal. Il avait tout pour devenir une œuvre majeure, une promesse immense, une matière première exceptionnelle et une ambition qui touchait directement aux rêves les plus fous des fans de Spider-Man. Réunir enfin les trois incarnations emblématiques du héros dans une seule et même histoire. Rarement un film de super-héros aurait disposé d'un tel potentiel émotionnel, narratif et symbolique. Ça fait chier de se dire que malgré cette richesse incroyable, ça fonctionne pas quoi. La faute non pas au concept, mais à un manque cruel d'investissement émotionnel et artistique de la part de ceux qui avaient la responsabilité de le porter. Que ce soit du côté de Disney, de Sony Pictures ou de la mise en scène de Jon Watts, le film semble constamment s'arrêter à mi-chemin. Il montre mais n'approfondit pas, il convoque mais ne confronte pas, il promet mais ne sublime jamais vraiment. No Way Home coche toutes les cases du fantasme, mais refuse d'en assumer pleinement les conséquences narratives et émotionnelles. Au final, il ne devient ni le film définitif du multivers, ni la rencontre emblématique de Toby, Andrew et Tom. Ainsi, il s'inscrit dans les mémoires pour de mauvaises raisons. Donc pour faire simple, ce film n'est pas du tout à la hauteur de ce que les fans de Marvel et encore plus de ce que les fans de Spider-Man pouvaient attendre d'une telle rencontre. Et s'il faut malgré tout retenir l'aspect le plus positif de Spider-Man No Way Home, c'est peut-être celui-ci. C'est que sa conclusion nous permet de revenir à l'essence du personnage. En redevenant totalement anonyme et en se débrouillant désormais entièrement seul, sans soutien, sans technologie, sans reconnaissance, Peter Parker retrouve ce qui définit Spider-Man depuis toujours. Un héros ordinaire, confronté à l'adversité, qui agit non pas pour être vu, mais parce que c'est la bonne chose à faire. On peut dire qu'une porte s'ouvre pour un 4e volet enthousiasmant. Un film capable de bâtir enfin une trajectoire forte à partir de bases simples, humaines et sincères. Et en plus de ça, Jon Watts ne fait pas partie du projet. Mais bien sûr, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous attendez du 4e volet, Spider-Man Brand New Day. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.